Chers collègues, bonjour. Je suis effectivement ravi de représenter le service de médecine du premier recours qui a une plage dans l'année qui lui est dédiée. Et exceptionnellement, je ne vais pas laisser la place à un jeune talent du SMPR pour vous parler aujourd'hui. Ça sera à une autre occasion certainement. Juste pour partager avec vous quelques réflexions un peu méta, un peu high level, comme on peut dire parfois, sur le généralisme et pour élaborer en fait ce que nous avons déjà partagé dans l'édito de la revue médicale suisse avec mes collègues de médecine interne générale de Vaud et de Genève. Alors, pas de conflit d'intérêts, mais des biais cognitifs certains. Je me déclare comme un généraliste, pire, comme un généraliste épidémiologiste. Donc c'est dur de trouver plus général qu'un généraliste et un épidémiologue. Et puis je suis membre de la direction de la Société suisse de médecine interne générale. En fait, malgré ça, l'ambition n'est pas de caractériser le généralisme versus le spécialisme au niveau médical. Donc l'objet de la discussion, de la réflexion, ne sera pas de comparer les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Les généralistes se sont battus assez longtemps pour être reconnus comme une spécialité, pour pas que je vienne briser tous ces efforts. Mais c'est plutôt, même parmi les spécialistes, collègues cardiologues, gastroentérologues, chirurgiens, partager avec vous un nouveau regard sur le généralisme. Donc au sein même de vos structures, qui nécessite beaucoup d'entraînement, des heures énormes de répétition d'un mouvement, d'une technique pour la maîtriser. Comment vous pourriez intégrer cette nouvelle réflexion sur le généralisme qui semble être très profitable à l'ère non du digital mais de l'information, et c'est le souhait aujourd'hui de partager avec vous ces réflexions. J'ai pu le faire déjà à Lugano, mais tout l'auditoire était constitué d'internistes généralistes, donc les gens étaient déjà acquis à la cause. Une fois qu'on parlera du généralisme, j'aimerais souligner, après une année de pandémie, l'importance de la créativité et introduire le concept d'evidence creating medicine, notamment dans le long Covid, où il est important de se rappeler qu'il y a un temps pour tout, et avant de dire à un patient, on le verra s'il peut ou pas avoir des troubles du sommeil, ou s'il peut ou pas avoir une fatigue invalidante après 8 mois d'un Covid, il faut déjà récolter ces évidences et pas les juger. Et puis, suggérer de garder un pied en dehors de sa spécialité. À l'ère du Covid, je pense qu'on l'a tous réalisé et probablement que certains le suggéraient déjà avant. Et je vais essayer d'en discuter aujourd'hui et surtout parcourir quelques dias pour vous parler d'un thème bien plus sérieux, Atchoum. Si on prend un peu de recul, à défaut de hauteur, le 21 janvier 2020, j'ai eu l'occasion de partager avec les internes et chefs de clinique du service de médecine de premier recours quelques réflexions en tant que chef de service. Le premier cas Covid en Italie allait survenir 10 jours après, le 31 janvier 2020. Donc on était 10 jours avant, relativement encore naïf de ce qui allait se passer, voire totalement naïf. Mais la question qu'on se posait à ce colloque, c'était votre avenir dans la médecine. On a évoqué différentes thématiques, la médecine de précision, le big data, la téléconsultation, les inégalités, la médecine responsable, évidemment. Et puis, à partir de ces réflexions, j'ai pu leur conseiller ce qu'on peut lire souvent dans la littérature dans notre période. Un des conseils, c'est la compétence la plus utile à l'avenir, c'est de sortir de ce schéma. Et au niveau médical, ce schéma, il nous rappelle quand même beaucoup un peu nos formations précédentes ou les voies de formation que nous avions. Nous avions des professeurs, des chefs de service, de département. La voie était tracée, il fallait se mettre dedans, dans la voie, et essayer de suivre cette trace. Ma génération, je pense qu'on a vu des chemins parallèles. Mais toujours est-il qu'ils allaient relativement au même endroit. Ça vous permettait juste d'aller un peu plus vite que d'autres ou à votre rythme.
Un des messages que j'ai pu partager aux internes et aux cadres en janvier 2020, c'est que la compétence la plus utile à l'avenir sera la capacité à apprendre. Je ne vais pas élaborer les raisons aujourd'hui, je vais vous donner une référence si c'est d'intérêt pour vous, mais force est de constater qu'à l'ère de l'information, on ne peut pas s'asseoir sur une connaissance, mais sur le savoir apprendre, puisque une technique va changer, une technique chirurgicale va changer, un mode de soin va changer, un mode de consultation va changer très très vite. Et ça, évidemment, je le partageais sur la base de lecture 10 jours avant qu'on vive le Covid, et on a tous réalisé que les choses pouvaient changer très très vite et qu'on était condamné à apprendre très très vite. Et surtout apprendre ou à être à l'aise avec des connaissances conceptuelles et transférables. Je le renforce aujourd'hui, je ne l'avais pas exprimé en janvier 2020, mais c'est vraiment cette notion. C'est comment faire qu'en plus de savoir maîtriser un objet, un geste, j'arrive à le conceptualiser et à transférer cette connaissance si tout d'un coup ce geste, cette technique devait être rapidement remplacée. Et finalement, le tableau que je leur ai dit de la médecine, comme je la voyais, c'était celle-ci. C'était une médecine où certes il y avait des traces, certaines parallèles, sécurisantes, mais que la plupart du temps en médecine, il va falloir sortir de ces routes tracées, faire un effort supplémentaire pour maîtriser et apprendre des nouvelles techniques. Et tout ceci, bien mieux résumé, vous le trouvez dans Range. C'est un livre que je leur ai présenté aussi en janvier 2020, qui est sur mon bureau depuis, et qui met en avant l'avantage du généralisme à l'ère d'un monde extrêmement spécialisé. On a eu l'avantage de le présenter au SMPR en 2020. Bill Gates l'a recommandé en décembre 2020. Moi, je vous le conseille vraiment, spécialiste, hyper spécialiste, parce que ça challenge et ça montre effectivement que l'auteur David Epstein vient en fait relire des notions d'hyper spécialisation, le deliberate practice, c'est-à-dire d'aller au travail, d'avoir les milestones très précis, de savoir ce que vous voulez faire, d'aller à votre cours de tennis, savoir exactement ce que vous voulez faire, et propose en fait qu'aujourd'hui le généralisme paye plus dans notre ère. 5 citations que je vous laisse parcourir là, vous pourriez les relire si vous revisionnez la vidéo, qui comparent le généralisme au spécialisme. Je me suis permis de rajouter hyper-spécialisme, parce que de nouveau, on ne parle pas du cardiologue, du gastro-entérologue dans sa pratique générale, mais de la place de maîtriser un geste, un outil, une molécule, et d'être hyper-spécialiste dans un domaine. Et même dans le généraliste, il y a des hyper-spécialistes en médecine interne générale. Et puis il disait, en parlant d'autre chose que de la médecine, que comparé aux spécialistes, les généralistes ont tendance à se justifier. Et je pense qu'à mes collègues médecins internes généralistes, nous rentrons dans une ère où probablement qu'il n'y a pas besoin de justifier d'avoir fait médecine interne générale plutôt qu'une spécialité. Covid et généralisme. Dans l'éditorial, nous soulignons le fait que le monde a été KO. Ce monde hyper spécialisé a été mis KO par un virus relativement banal, dont la présentation, même génétique, peut-être est nouvelle, mais on va dire relativement banale, qu'elle présente chez les patients des symptômes on ne peut plus non spécifiques, dont le diagnostic repose sur un geste très mécanique, avec une PCR de l'avis des spécialistes relativement très simple à réaliser, et puis pensons au traitement que nous pouvons l'offrir à ces patients 1 an après. Donc une sorte de banalité, et pourtant, ceci nous a mis KO. Il y a un généralisme de l'attention. Le 28 janvier 2020, nous étions bien plus nombreux dans cette salle à écouter le professeur Kaiser nous rappeler quels étaient les ingrédients pour qu'un virus émerge. Il y avait un généralisme de la préoccupation. Je pense que c'est très très rare d'avoir un auditoire où vous pouvez plus reconnaître les métiers, les spécialités. Nous étions généralement concernés. Et
La deuxième et avant-dernière notion que j'aimerais introduire, c'est la notion de créativité, qui combine intelligence et imagination. Et l'intelligence, comme Jean Piaget le mentionnait, c'est l'intelligence, ce n'est pas ce que l'on sait, mais ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et je pense que c'est extrêmement important. Le 30 janvier 2020, personne ne savait ce qu'il fallait faire, mais il a fallu faire. Vous avez ici toute l'équipe projets, travaux qui a été visiter la salle sous l'amphithéâtre, qui est devenu le secteur E par la suite, et où il a fallu soignants, médecins, infirmières, discuter et puis imaginer un secteur E d'une possible pandémie qui allait arriver, dont on ne savait pas, on ne connaissait pas le volume et on n'allait pas non plus savoir exactement la durée. La bonne nouvelle, c'est que le généralisme ou le généraliste, et là je m'adresse peut-être à tous les généralistes qui sont au cabinet, notamment ceux qui viennent de quitter la formation post-graduée. La bonne nouvelle, c'est que le généraliste a plein d'applications ouvertes dans sa tête. Et à notre époque, c'est très utile. C'est très utile à condition, et après je vais vous présenter des données plus robustes, scientifiques, mais à condition qu'on garde, à mon avis, un pied en dehors de sa spécialité. Et cette notion est très très importante parce qu'en fait, un interniste généraliste, s'il peut s'approcher ou garder un pied en santé publique, en sociologie, dans le secteur privé, dans l'édition, dans le monde économique, ou si comme moi, il peut se spécialiser, on va dire, en épidémiologie et se rapprocher de la géographie, en fait, je pense que c'est des combos qui sont extrêmement utiles à notre époque. Pour preuve, le 26 mars 2020, vous avez ici une photo, un moment très grave qu'on retient tous. Pour ceux qui reconnaissent l'endroit, c'est une salle de conférence des HUG. Vous avez le professeur Didier Pittet qui écoute de façon très attentive Laurent Kaiser et encore plus inquiet le professeur François Chapuis à gauche. Et vous sentez toute la gravité lorsque Laurent Kaiser nous rappelle en fait l'anatomie de la sphère nasopharyngée. Donc Laurent, un généraliste créatif qui a su garder un pied en dehors de sa spécialité. Et plus sérieusement, je vais aborder la notion maintenant d'evidence creating medicine. Une des leçons, je pense en tout cas en médecine interne générale et dans le contexte global, c'est que nous avons dû faire une transition extrêmement rapide de l'evidence-based medicine, où on pouvait dire aux patients sur la base de données collectées depuis des décennies, des milliers d'études, ce qu'ils devaient faire, ce qu'il était approprié presque d'avoir comme symptômes. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il y avait le Covid, qu'il y avait des formes longues du Covid. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une équipe Covid Care Team qui suit une cohorte de patients Covid positifs qui ont été testés, diagnostiqués au secteur E. La première étude a résumé ces travaux sous cette infographie et globalement, un tiers des patients avec un Covid au secteur E qui étaient suivis par Covid Care présentaient encore des symptômes à un mois. Ça, c'était déjà interpellant. Et puis, ce que nous continuons à faire avec la Covid Care Team, c'est que nous sommes maintenant à 7 mois. Et certes, il y a une diminution, c'est plus un tiers, 33% des patients testés positivement qui présentent des symptômes compatibles avec un Covid long, mais 25%. Certes, un patient sur 4 porte toujours des séquelles qu'on attribue au Covid long. Il faut évidemment les comparer, analyser, c'est ce que nous faisons, mais je sens déjà la tendance à refaire probablement l'erreur que nous avons faite au tout début de la crise, où nous avons dit probablement à des patients s'ils pouvaient ou non faire de l'anosmie. Et on peut se souvenir qu'on disait au tout début que l'anosmie était totalement aspécifique, qu'on devait circuler, qu'il n'y avait rien à voir, jusqu'à ce que ça devienne un critère, une indication de testing très forte. Et si vous avez le suivi de ces patients, et bien sûr on en perd beaucoup durant le suivi, mais globalement vous avez la dynamique en vert turquoise des gens qui n'ont pas rapporté de symptômes en aigu et qui n'en rapportent toujours pas à 7 mois.
Et puis en bleu ciel, des gens qui avaient ces symptômes à l'origine et qui 7 mois après, soit continuent à les avoir, c'est la petite barre en bas à droite, soit qui ont récupéré et ne présentent plus ces symptômes. Globalement, fatigue reste le symptôme le plus élevé, la perte du goût et de l'odorat également, et puis d'autres symptômes que j'espère vous pourrez lire ailleurs. Ensuite, généralisme, de nouveau pas dans le sens anti-médecine spécialisée, mais généralisme, une approche globale de la créativité, un pied en dehors, a permis quand même au service de médecine de premier recours, si ce n'est d'être leader, de contribuer à de multiples projets. Un service qui n'était pas forcément reconnu pour un grand niveau de recherche ou de se donner les moyens et l'ambition de jouer dans la cour des grands niveaux des publications et des recherches. Et puis, soudainement, cet élan, porté par la situation évidemment sanitaire, mais qui a été transformé en des projets. Je vais vous parler de 2 projets, Sérokov et puis Hatchoum. Sérokov, d'abord, un premier volet, puisque Sérokov, ce sont des études de séroprévalence. Donc, en mars, alors que la question était de savoir comment tester les gens avec le test PCR nasopharyngé, il manquait des tests, il manquait du personnel, il y avait des afflux massifs de patients. Certains OSMPR se sont déjà posé la pertinence d'aller rechercher les anticorps qui marqueraient une infection passée. Je me souviens encore aujourd'hui des regards dubitatifs de certains quand on proposait ceci. Il a fallu le faire, on l'a fait grâce à un village de collaborateurs. Et Sérokov s'est intéressé à la population générale, s'est intéressé ensuite, vous allez le voir, aux travailleurs essentiels, et puis 2 autres projets qui sont conduits, Sérokov Kids pour les enfants et Sérokov Schools dans le pipeline. Sérokov Pop, c'est l'utilisation ou la capitalisation de l'hypergénéralisme. Vous ne pouvez pas avoir plus généraliste que l'étude Bus Santé. On sélectionne des résidents au hasard, on leur demande de remplir des tas de questionnaires et on collectionne du sang et d'autres échantillons. Il n'y a pas de question vraiment d'hypothèse a priori, mais on se prépare à pouvoir répondre à des questions neurologiques, cardiologues, dépistage du cancer. Vous êtes plusieurs à suivre le Zoom et à avoir participé ou à utiliser des données du Bus Santé. Sérokov Pop a permis en fait d'aller très très vite grâce à tous ces gens qui sont sur cette dia, mais encore une batterie d'équipes, pour donner l'information de la séroprévalence à Genève. Et on était une des premières à publier la séroprévalence au niveau populationnel dans le monde du SARS-CoV-2. Vous l'avez déjà vu, Sylvia Stringini a certainement eu l'occasion de vous les présenter, ces résultats. 5 semaines d'enquête, près de 3000 personnes qu'il fallait recevoir en plein confinement. Et vous avez une prévalence qui augmente la première semaine de 5%, donc des gens sélectionnés au hasard, qui augmentait gentiment pour stabiliser autour de 10% juste après la première vague de Covid à Genève. Ça permet de voir qui, en fait, a été exposé et de voir clairement que les 5 à 9 ans étaient clairement moins exposés et que les plus de 65 ans l'étaient également moins, notamment du fait du confinement et probablement du fait que des travailleurs essentiels à cette époque qui allaient travailler malgré le confinement étaient plus dans la catégorie des 20 à 64 ans, sans différence de genre. Ce qui est encore plus remarquable, c'est que la même équipe a pu, juste après la deuxième vague, refaire l'exercice pour voir l'évolution après la deuxième vague. Et entre novembre et décembre, 4000 personnes ont été recrutées et le test sérologique effectué. Des personnes sélectionnées au hasard parmi les premiers échantillons et puis parmi l'Office fédéral de la statistique. Donc de nouveau là, un effort très impressionnant pour organiser cette collecte d'informations. Et vous avez ici une dia qui vous montre que sur les 4000 participants, on s'est stabilisé à environ 20% de séroprévalence
dans la population genevoise, donc de 5, 10, 20%. Puis vous voyez en fait la différence en orange entre la deuxième enquête, novembre-décembre, après la deuxième vague, que vous voyez illustrée sur ce pic gris, qui était évidemment bien plus massif que la première vague, comparé à la première enquête. Donc toujours une distribution différente en fonction de l'âge. Par contre, toutes les catégories d'âge ont augmenté à part les plus de 75 ans. Donc ça informe le politique, parce que ça lui dit à quel point sa population est ou n'est pas protégée. Et évidemment, ça motive encore plus à maintenir des mesures et puis à accélérer la vaccination. Ce que la séroprévalence nous a aussi informé, c'est que si vous ne comptez les cas que sur du diagnostic, vous êtes dépendant de la politique de diagnostic, de la politique de testing. Est-ce que vous avez suffisamment de tests? Est-ce que vous recommandez de tester tout le monde? La sérologie est non biaisée. Elle va chercher les anticorps dans le sang circulant des résidents et vous avez une meilleure lecture du nombre de personnes réellement exposées au SARS-CoV. Donc, quand vous voulez calculer le risque de décès, vous avez une bien meilleure lecture que de vous limiter au nombre de cas PCR qui serait lui biaisé. Et ça nous a permis de voir et de confirmer effectivement que sur 100 personnes de plus de 65 ans à Genève, selon les études de séroprévalence, selon le nombre de populations, selon le nombre de décès Covid enregistrés à ce moment-là, 5,6 personnes décédaient ou étaient décédées du Covid à ce moment-là, tandis qu'évidemment les autres catégories d'âge, elles, avaient un risque bien plus faible. Sero-Cov Work, c'est du Sero-Cov Pop, mais pour les travailleurs essentiels. Et en mai 2020, on est de nouveau quasiment encore en plein lockdown, sauf erreur. On transforme l'ensemble des cliniques qui, à l'époque, étaient en sous-régime, en centre de recrutement. Et l'idée était de voir est-ce que les personnes qui ont dû continuer à aller travailler ont été plus exposées que la population générale. Et on a ce partenariat public-privé qui est un succès magistral, humainement et scientifiquement à mon avis, où on a maintenant une cohorte de plus de 10 000 personnes que nous suivons et qui reviennent lorsqu'ils ont des symptômes. On compare s'ils ont été réinfectés ou pas, en comparant les anticorps de baseline. On les suit dans le temps également. On est capable de suivre ces personnes, ces participants, et de voir l'évolution de leur sérologie. Est-ce que les anticorps persistent ou pas? Et une publication sera bientôt faite sur la persistance à Genève selon les catégories d'âge et selon les tests. Est-ce qu'on garde les anticorps? Et vous dire que ce sont tous ces métiers qui ont participé à Sero-Cov Work, plus de 10 000 personnes, par exemple 500 personnes dans le milieu de la construction, qui pendant longtemps a été ouvert, des travailleurs sociaux, plus de 578 personnes ont participé, pour lesquelles nous avons des sérologies et des questionnaires qui sont remplis. Vous dire, avant publication, qu'il existe une énorme variabilité de la séroprévalence dans les travailleurs essentiels. En moyenne, c'est très proche de la population générale, mais vous voyez ici, en fait, il faut imaginer des secteurs d'activité là, que vous pourrez lire bientôt, qui sont très différents, avec des proportions qui peuvent aller jusqu'à 15 à 20% de personnes sérologiquement positives, donc ont été exposées au virus, avec des gens qui ont été à moins de 5%, moins de 3% exposés au virus, selon les métiers. Ce qui est aussi important, c'est de réaliser que pour chaque catégorie, il existe une énorme variabilité au sein même d'un métier. Ce n'est pas probablement le métier qui vous met à risque, mais c'est la façon dont vous l'exercez et les moyens qui ont été mis, puisque vous voyez qu'ici, pour un même métier, un même secteur, vous avez des énormes variabilités de séroprévalence. Donc, nous avons une plateforme Specchio Covid-19 qui est lancée. Je terminerai avec 4 dias. Specchio Covid-19, c'est aussi garder un pied en dehors de sa spécialité, être créatif. Il fallait travailler avec beaucoup d'acteurs, notamment avec Planète Santé, la Revue médicale suisse, le département de la sécurité, pour avoir tous ces outils qui sont mis en place et suivre avec les meilleurs moyens, le plus créatif possible, les participants de Sero-Cov Work. Une dia sur Hatchoum. Vous allez entendre parler d'Hatchoum.
parce qu'Atchoum, c'est un outil que nous avons mis en place après avoir vu ceci. Ceci, c'est l'évolution de l'épidémie SARS-CoV-2 à Genève depuis février 2020. Et vous voyez qu'en fait, le virus ne circule pas, il cluster. Et l'idée d'Atchoum, c'est d'être proactif et d'éviter cette situation où on ne contrôle plus rien et d'interrompre la chaîne de transmission à l'apparition des premiers clusters. Et Atchoum, c'est une application qui est lancée, que vous trouvez sur la Coronapp DHUG. Donc vous downloadez, si vous êtes intéressé, la Coronapp DHUG. Vous avez un petit onglet Atchoum qui vous dit « Participer à l'étude sur la détection précoce des clusters de Covid-19 ». À partir de là, avec un consentement, puisqu'il s'agit d'une étude, vous pouvez rentrer 2 éléments clés, votre adresse privée et votre adresse professionnelle, dormir tranquille, vivre tranquillement, et le jour où vous avez des symptômes compatibles avec le Covid, vous rouvrez l'application et vous pushez Atchoum. Ensuite, derrière, nous avons une équipe de scientifiques qui reçoit l'information et en live peut analyser l'apparition de clusters de symptômes compatibles avec le Covid et ensuite vous informer, si vous le souhaitez, si vous habitez ou vous travaillez dans une région avec un nombre anormalement élevé de personnes avec des symptômes compatibles. Tout ceci pour lutter contre la fatigue au testing et collectivement, de façon citoyenne, participative, être proactif et puis s'aider entre nous en partageant la première information que nous avons, qui sont les symptômes, et à aider les gens de se faire tester encore plus facilement, encore plus rapidement, en fonction de l'évolution de la pandémie. Voilà, je vous remercie de votre attention.